Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Christophe, fondateur du site alteaprovence.com. Christophe est herbaliste, cueilleur, jardinier et thérapeute. Son site est une mine d'or pour qui cherche des informations sur les plantes, leurs histoires et leurs vertus. C'est une référence incontournable dans le milieu des plantes médicinales. Christophe est aussi un formidable éducateur des plantes, qui sait rendre accessible la richesse thérapeutique du monde végétal à tout un chacun, en dispensant ses connaissances pointues avec simplicité et une grande pédagogie. Au cours de notre conversation, nous discutons des difficultés rencontrées à ses débuts dans sa nouvelle carrière et de la façon dont il a développé son activité de thérapeute. Il nous présente aussi ses manières d'utiliser les plantes. Une curiosité insatiable, notamment dans le domaine du développement personnel, il nous livre ses pratiques de bien-être et ses façons de chercher à s'améliorer continuellement. Une discussion enjouée dont les paroles de Christophe infusent une énergie et une passion communicative pour les plantes, mais aussi bien d'au-delà, notamment dans la relation humaine. À bien sûr savourer en sirotant une infusion. Bonjour Christophe. Bonjour Claire-Vie. Je vous reçois, vous êtes herbaliste, vous êtes le créateur du site Altea Provence, qui dispense une mine d'informations sur les plantes médicinales. Est-ce que vous pourriez raconter en quelques mots votre parcours ? Ouais, en quelques mots, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire une version courte. Donc moi, à la base, j'ai une formation technique, j'ai une formation d'ingénieur, et j'ai travaillé une partie de ma carrière avec un job assez traditionnel dans l'industrie en fait de la téléphonie mobile qui a 1000 années-lumière des plantes médicinales. Oui. Et puis en milieu de carrière, j'ai eu on va dire une grosse remise en question et j'ai eu une passion assez soudaine pour les plantes médicinales. J'aurais un petit peu du mal à vous expliquer d'où c'est qu'elle est arrivée. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées quand j'étais gamin où voilà, j'ai fait plein de choses en nature avec des grands-parents qui adoraient les sorties, les champignons, ramasser les herbes, etc. Et un moment dans ma vie, ça m'a refrappé de plein fouet. Et donc, je me suis mis à étudier les plantes parce que je connaissais pas grand chose. J'ai repris des études et je me suis mis à faire pas mal de choses par moi-même depuis l'identification et la ramasse des plantes médicinales en nature jusqu'aux soins, vu que j'ai commencé à pas mal conseiller les personnes autour de moi. D'accord. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit que il fallait vraiment que j'essaie d'en faire un métier. C'était plus un choix, c'était quasiment une obsession. Donc j'ai laissé de côté ce métier très traditionnel que j'avais pour me lancer à plein temps dans le monde des plantes médicinales. Donc le plein temps, il a démarré fin des années 2000. Quasiment. D'accord. Et on est en 2019, donc il m'a fallu pas mal d'années pour tester pas mal de choses et finalement on arrivé à un point autour des années 2016-2017 on va dire où j'ai vraiment compris quel était mon rôle et j'ai vraiment compris comment j'allais en gagner ma vie, ce qui a quand même été pour moi un tournant assez significatif parce que bon, vous savez ce que c'est, on a toujours envie de faire de sa passion son métier, mais il faut aussi arriver à gagner sa vie et générer des revenus, quoi. Donc ça, il m'a fallu pas mal d'années pour en arriver à ce point. Je me suis dit bon, c'est bon, je vais arriver à en vivre et je sais maintenant quel est mon rôle et ma mission en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal jardiné, j'ai vendu mes graines, il y a quelques années j'ai essayé de lancer une petite herboristerie en ligne qui n'a pas marché.
J'ai fait beaucoup de consultations, donc j'ai agi en tant que thérapeute, et j'ai aussi une position d'éducateur. Et je pense que mon rôle aujourd'hui et ma mission, c'est surtout le rôle d'éducateur. C'est quelque chose que j'adore faire, j'adore expliquer. Je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire assez bien. Et donc, c'est la mission que je me suis fixée aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'éduquer les gens qui me suivent et de rendre les plantes médicinales plus accessibles à un grand public, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur, on hésite, on a du mal à se lancer. Et j'aimerais envoyer le message et de dire, il n'y a pas de problème, on peut se lancer, il n'y a pas de gros danger, il n'y a pas de grosse peur à avoir. Et je suis là pour essayer de vous guider du mieux possible. D'accord. Et je reviens par rapport à votre transition. Du coup, dans un premier temps, vous faisiez vos études en parallèle de votre carrière. Ça s'est fait de façon plutôt douce et longue, alors. Ouais, alors ça a été. J'ai eu toute une partie où j'ai fait en parallèle de ma carrière, où bien sûr je faisais beaucoup de choses le week-end par exemple. J'ai fait ça pendant quelques années, mais après la transition a été assez brutale, et c'est un petit peu mon caractère de me Oui. lancer dans des projets d'une manière assez brutale et immédiate. Je suis un petit peu feu comme ça. Euh, J'agis souvent dans l'impulsion du moment. Et puis je me lance dans des trucs, et puis quelques mois, quelques années plus tard, je me dis, punaise, qu'est-ce que, voilà, tu t'es lancé dans un truc là, t'as pas trop réfléchi, mais voilà, j'ai toujours agi comme ça. C'est souvent le cœur qui me tire. Donc là, voilà, j'ai fait ça d'une manière très graduelle jusqu'au moment où j'ai fait une bascule assez brutale. Pourquoi? Parce que j'aurais pu négocier avec mon employeur, j'aurais pu négocier en mi-temps, je pense, par exemple. Voilà. Oui. Si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait ça, mais non, il a fallu que je ferme voilà cette partie de ma vie d'une manière assez brutale, et D'accord. que je me réinvente de zéro dans cette nouvelle profession. Mais oui, pendant quelques années, j'ai fait en parallèle, mais c'était trop peu Hmm. pour moi. C'était pas assez intense. J'arrivais pas assez à m'investir, donc ça me satisfaisait pas assez. Et le début de votre nouvelle carrière a été plutôt difficile Oui. pour mettre en place, oui. Ouais. C'est. Oui, ça a été difficile. Ce qui a été difficile pour moi, c'est la partie, voilà, on va pas se mentir, c'est surtout la partie revenu, Hmm. parce que j'étais père de famille, parce que j'avais 3 enfants, parce que mon épouse a toujours travaillé à mi-temps, et Hmm. que j'ai été toutes ces années le salaire principal de la famille. Et donc dès le départ, je me suis mis une pression énorme sur mes Oui. épaules, en me disant, il faut que j'arrive à en vivre. Et puis vous savez ce que c'est quand vous êtes tout seul, arriver à générer un petit revenu, c'est faisable, mais après, il y a 3 gamins, il y a une certaine structure de coûts. Donc, j'ai pas mal galéré pendant toutes ces années, et je me suis mis une pression énorme, et je me suis créé un stress énorme. Hmm. Ce qui est assez ironique, parce que c'est vrai que à l'époque où je travaillais dans un bureau, j'avais cette image très romantique en tête du gars avec son sac à dos qui allait dans la nature ramasser des plantes. Et puis là, j'étais dans la nature, j'avais enfin mon sac à dos, j'étais sur mon vélo, j'étais au jardin, j'avais tout ce que je voulais, mais je me suis créé pendant quelques années un stress assez phénoménal. Alors bon, aujourd'hui, bien sûr, je vois les choses différemment. Je me dis que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment, mais quand j'en parle avec ma femme, elle me dit, mais tout ça, tu pouvais pas C'était. savoir. Tout ça, Oui. il a fallu que tu le vives, et que tu matures au travers de ce Hmm. processus-là. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui a toujours été derrière moi à 100%, malgré mes stress, mes explosions de frustration, et mes différents épisodes. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai essayé tout un tas d'activités dans le monde des plantes. Certaines, j'aurais jamais cru que ça allait marcher, c'est devenu un succès. Certains, Hmm. j'étais persuadé que ça allait être un succès, ça a été un flop. Euh, je me suis pris beaucoup de râteaux, voilà, faut dire ce Oui. qui est. Mais je suis très content aujourd'hui d'avoir essayé, d'avoir ouvert toutes ces portes, d'avoir essayé toutes ces avenues, parce que je pense que j'ai vraiment exploré tout un tas de directions dans le monde des plantes, et ça m'a permis de trouver vraiment ma voie,
ce qui me branche vraiment aujourd'hui, qui est la partie, comme je disais, la partie éducative vraiment, quoi. Ouais. D'accord. Je me permettais de poser toutes ces questions par rapport à votre parcours parce que, comme je vous avais un petit peu dit par mail, moi, j'hésite aussi à me lancer Ouais. complètement dans une nouvelle carrière en tant que thérapeute. C'est aussi le cas de beaucoup de personnes de notre audience, donc c'est vrai Ouais. qui hésitent entre passer à mi-temps, ou se lancer complètement. Je pense Ouais. que ça dépend aussi du caractère de la personne et des Ça dépend. expérimentations. Ouais. C'est vrai que c'est pas Si, facile de trouver le non, curseur. alors la manière sage de procéder, c'est bien évidemment de commencer par un mi-temps et puis une activité de thérapeute. Alors moi là encore, j'ai une activité très atypique comme thérapeute parce que il faut bien se dire que quand on veut s'établir comme thérapeute, il faut se faire connaître dans le tissu local. Il faut faire beaucoup de alors porte-à-porte, je dis pas ça d'une manière péjorative. Il faut aller voir des ostéopathes, il faut aller voir des acupuncteurs, il faut aller voir des pharmacies locales, il faut aller voir des praticiens locaux qui sont intégrés dans le tissu local déjà. Il faut se faire connaître, il faut expliquer ce qu'on veut faire. Et moi, ça, c'est un truc qui me saoule au plus haut point. C'est-à-dire que je suis pas un vendeur dans l'âme. Oui. J'aime pas trop à la base parler de moi. Et ça, dès le départ, je me suis mis, ça va me gonfler, mais d'une manière pas possible. Donc, moi, je me suis battu aussi avec mes armes. Ce que j'aimais faire, c'était écrire. Et donc, en fait, cette activité de thérapeute, je l'ai énormément développée au travers de mon blog, ce qui au départ était très surprenant parce que c'est vrai que des collègues m'ont dit, on va te recommander de bouche à oreille. Et c'est pas au travers de ton blog que les gens vont vouloir venir te consulter. Et en fait, ça a été l'inverse. C'est que je pense que je me suis tellement investi dans mon blog que j'ai établi une certaine crédibilité et que au bout d'un moment, les gens ont voulu avoir des consultations avec moi. Et donc, j'ai fait beaucoup de consultations par Skype, à distance, bien sûr. J'ai eu pas mal de gens qui venaient me voir et qui prenaient la voiture et qui faisaient pas mal de route pour venir me consulter. J'avais des gens locaux, bien sûr, du tissu local. Donc, en fait, mon activité a quand même démarré d'une manière relativement rapide, sans que j'ai à faire de porte-à-porte, parce que je me suis fait connaître, voilà, avec le blog, avec les réseaux sociaux, et pas d'une manière très traditionnelle qui est aller faire les ateliers au magasin bio du coin le week-end pour présenter ce qu'on fait, quoi. D'accord, Voilà. très bien. Ouais. Et maintenant, on peut peut-être parler un petit peu plus de vos activités, si vous voulez bien. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez définir le terme d'herbaliste? Qu'est-ce que vous y mettez derrière tout ça? Ouais. Alors moi, j'ai fait une grosse partie de mon parcours aux États-Unis. J'ai fait mes études aux États-Unis dans les plantes médicinales. J'y ai vécu une quinzaine d'années. Et donc moi, mon titre officiel, c'est le titre herbaliste. Ça s'appelle sans le E à la fin. Mmh. Et dans le monde anglophone, herbaliste, ça veut dire celui qui travaille avec les herbes, tout simplement. Qui peut être thérapeute, auquel cas on appelle ça herbaliste et clinicien, qui peut vendre des plantes, on appelle ça aussi herbaliste, mais qui a un fonds de commerce et qui vend des plantes. Et donc je suis arrivé en France et en France on a ce terme herboriste, mais qui est en principe réservé aux gens qui vendent des plantes. Et c'est un diplôme, comme vous le savez, qui a disparu, qui n'est plus autorisé aujourd'hui. Et donc je me suis dit, oh là, c'est quoi cette histoire compliquée? Je vais pas m'appeler herboriste d'abord parce que je vends pas des plantes, j'ai pas une boutique. Alors je m'appelle quoi? Et à cette même période, il y avait Patrice de Bonneval à l'école lyonnaise des plantes médicinales qui commençait aussi à utiliser ce terme herbaliste avec un E à la fin. Et bon, je connaissais Patrice et on discutait. Donc moi, ça m'a paru bien de se dire, ce terme herboriste, c'est un terme un petit peu poussiéreux peut-être dans le monde français. Il y a ces guéguerres de clans, ces batailles, ces histoires politiques, ça n'existe plus, on peut plus l'utiliser. Bon, qu'à cela ne tienne, moi je vais utiliser ce terme herbaliste. Alors, faut savoir que nos amis québécois utilisent le terme herboriste d'une manière beaucoup plus large. Et eux, ils ont le terme, ils utilisent herboriste clinicien aussi, herboriste thérapeute.
Donc au Québec, c'est pas que celui qui vend les plantes, mais chez nous, l'herboriste, il a une boutique. Donc pour moi, herbaliste, pardon, ben c'est celui qui travaille avec les plantes médicinales, c'est celui qui travaille avec les herbes. C'est pas un terme qui est connu ni reconnu aujourd'hui, mais c'est un terme qui me plaît parce que on casse un petit peu avec ce lourd passé chargé de politique, et puis on essaie de créer un renouveau. Et ça, j'aime bien cette notion, ce concept de renouveau des plantes médicinales, parce que chez nous, on a ce passé qui est beaucoup trop poussiéreux. Donc j'ai gardé ce terme. Je sais que Patrice, avec son école, utilise ce terme aussi. Pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose de mieux accepté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est ni reconnu ni très connu. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, herbaliste, ça veut dire quoi? Vous faites quoi? Eh ben, on travaille avec les herbes, tout simplement. Voilà. On peut les vendre, on peut les transformer, on peut les conseiller en tant que thérapeute. Voilà, tout ça englobé dans un terme. D'accord. Et vous, au quotidien, vous utilisez comment les plantes? C'est en tisane, en teinture? Enfin, vous les utilisez d'abord quotidiennement ou c'est plus ponctuel? Oui. Non, si c'est tout le temps. C'est très 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 souvent parce que s'il n'y a pas une problématique de santé, moi, je suis toujours en train d'expérimenter avec différentes plantes, tester. D'abord, je teste énormément de fournisseurs et de produits du marché, donc je suis toujours en train d'évaluer quelque chose. Et pour évaluer, ça passe par des tests organoleptiques, c'est-à-dire c'est le goût, c'est l'odeur, c'est la sensation en bouche. Donc tout ça, c'est important pour trouver une bonne plante médicinale. Mais à la base, pour les préparations, quand je suis arrivé des États-Unis, les Américains sont très très teintures, ils utilisent quasiment que des teintures. Et je suis revenu en France et j'ai redécouvert la tradition des infusions, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et aujourd'hui, c'est une forme que j'essaie d'utiliser d'une manière quasi exclusive parce que ça nous rapproche de la plante en nature. D'abord, on utilise un solvant qui est disponible sur notre planète à peu près partout, c'est l'eau. Et puis surtout, ça nous permet de couper la plante ou de l'utiliser sèche. Elle est encore entière, elle est encore magnifique, et on la laisse tremper dans l'eau et on boit tout de suite après. Je trouve on est très très proche de la plante. C'est une très bonne forme, ça nous fait boire un liquide chaud. Rien que ça a une valeur thérapeutique. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de respect pour l'infusion et la décoction. Et en tant que thérapeute, c'est la forme que j'ai le plus recommandée. Et pour l'utilisation à la maison, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut qu'on revienne au rituel de l'infusion. C'est très très important. Ça nous permet de prendre soin de nous-mêmes, de nous poser, de faire la préparation, de se verser une tasse de liquide chaud, de boire. Oui. C'est tout un rituel qui est très important pour moi dans le processus de retour à la santé. Donc, je dirais que l'infusion, c'est la forme qui m'interpelle le plus aujourd'hui. Et quelle plante faites-vous infuser? Vous avez une plante de prédilection? Alors oui, pour moi personnellement, basé sur qui je suis et mes besoins, ma plante de prédilection c'est le romarin. D'abord parce que c'est une plante qui représente ma région, elle est très très présente dans le sauvage. Ensuite parce que elle a cette personnalité très très feu, très chaude, très aromatique, qui correspond un petit peu à, je pense, à qui je suis. C'est un antioxydant assez phénoménal, avec des capacités démontrées pour tout ce qui est protection de la sphère cérébrale. Donc, s'il y a une plante à utiliser aujourd'hui pour se protéger contre la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou toute dégénération des capacités cognitives, c'est bien le romarin. Elle agit sur le foie, ce qui est une nécessité pour moi par rapport à différents petits déséquilibres que je traverse régulièrement. Donc oui, j'ai ma plante de prédilection, c'est le romarin. Ceci étant dit, j'en utilise des dizaines et des dizaines pour différentes problématiques à la maison, que ce soit problématiques hivernales ou mes petites problématiques chroniques avec lesquelles que je dois moi-même gérer, etc., etc. Donc, mais oui, c'est le romarin qui revient le plus souvent dans mon utilisation personnelle. D'accord. Et parmi les différentes plantes, vous essayez d'utiliser plus des plantes locales ou alors vous ouvrez à d'autres médecines? Je pense par exemple à
à la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise. Quelles sont Ouais. un petit peu vos influences? Ben, j'ai deux influences en fait. J'ai ces deux personnalités que je pense que je vais continuer à garder parce que les deux m'interpellent. J'ai une personnalité très très assoiffée de connaissances et très curieuse qui ne peut pas se limiter à la plante locale. Oui. J'y arrive pas et je veux pas, j'ai pas envie. Donc au jardin, j'ai introduit plein de plantes de médecine chinoise et ayurvédique. J'ai des fournisseurs de plantes chinoises et ayurvédiques. Ce sont des plantes que je continue de goûter et d'utiliser à une manière beaucoup plus de l'Ouest, vu que j'ai pas une grande connaissance de médecine chinoise et ayurvédique. Je connais certains concepts, donc je pique un petit peu par-ci par-là pour en faire après Mm. ma pratique. Donc j'ai cette personnalité-là qui se dit quand on souffre, il n'y a pas de raison d'écarter des outils. Voilà, Oui. tout est valable. Et puis j'ai cette personnalité de la personne éco-responsable, de la personne qui veut faire de plus en plus du local et qui revient vraiment à une utilisation euh, locale euh, et qui va favoriser la plante du coin et de la région. Et donc dans mes vidéos, dans mes articles, je continue à jouer avec ces deux personnalités-là et j'ai l'intention de continuer parce que voilà, ça me correspond, c'est qui je suis. Je reçois souvent des critiques de temps en temps, des gens qui me disent oui, vous parlez de machin, telle plante, du diaogulan, du ginseng, du ci et du ça. Pourquoi vous n'utilisez pas les plantes locales? Eh ben parce que je leur dis localement, par exemple, on n'a pas de ginseng, on n'a pas Mm. d'équivalent. C'est impossible. Il y a pas, on n'a pas de plantes qui ont ces propriétés-là. Ça n'existe pas. Ou alors on l'a pas encore découverte. Et donc moi, je veux m'ouvrir sur ces propriétés-là, l'intégrer dans ma pratique. Voilà, c'est un choix personnel. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Chacun bâtira sa pratique comme il l'entend. Mais moi, je garde ces deux dimensions-là. D'accord. Et vous avez une expérience quand même relativement longue dans le métier d'herbaliste. Et est-ce que vous avez vu des évolutions par rapport aux problématiques sur lesquelles les personnes viennent vous voir? Il y a peut-être plus de stress. Est-ce que, enfin, je sais pas, vous avez noté une différence? Euh, alors, souvent, les consultations qu'on a ou que j'ai eues, c'est souvent des dossiers un petit peu complexes avec des personnes qui ont beaucoup circulé dans le monde de la santé, qui arrivent avec un dossier comme ça, Hmm. et avec des maladies plutôt chroniques dégénératives. D'accord, Donc, oui. c'est-à-dire que avant de commencer ma pratique, je m'imaginais toujours la personne qui venait me voir en tant que prévention, par exemple, pour garder une bonne santé pendant Oui, l'hiver. J'attends toujours cette personne, ou alors d'accord. une personne, voilà, qui me dirait, oui, ça va, tout va bien. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai une personnalité assez stressée. Est-ce qu'il n'y a pas des manières, certaines habitudes de vie que je peux incorporer? C'est pareil, j'attends toujours cette personne. Alors, D'accord. pour la Je petite, pour la pensais que c'était petite, ça. ouais, pour la petite histoire rigolote au passage, ça m'est arrivé un jour d'avoir une personne qui est venue me voir et donc comme d'habitude on a discuté un peu et je lui dis bon est-ce que vous pourriez me résumer votre problématique de santé et cette personne m'a dit mais en fait j'ai aucun problème, je suis venu vous voir pour qu'on mette en place un programme de prévention assez large pour tout type de maladies dégénératives dans le futur. Et là véritablement pendant quelques secondes je me suis dit enfin, voilà, c'était nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, bien sûr, tout de suite, je suis retombé sur mes pattes et ça a été une discussion très, très agréable. Mais Hmm. dans toutes mes années de thérapeute, j'ai eu une personne comme ça. Une seule. D'accord. Voilà. Après, énormément de maladies chroniques dégénératives, énormément de maladies auto-immunes. Hein. Donc là, Hmm. il y a clairement une tendance assez inquiétante vers la maladie auto-immune, énormément de cas d'hypothyroïdie d'Hashimoto chez la femme. Ça, c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui. Mais toute maladie auto-immune confondue, depuis la polyarthrite rhumatoïde jusqu'au lupus, jusqu'au pas mal de choses. Donc ça, c'est clair. La problématique du cancer reste une problématique énorme aujourd'hui, bien sûr. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses juste pour accompagner la personne et s'assurer qu'elle garde un terrain
solide et non compromis, hein, donc tout ce qui est stimulation de l'immunité, tout ce qui est de protection de l'axe hépatique et rénal, parce que bien sûr toutes les chimiothérapies sont énormément agressives de ce point de vue-là, tout ce qui est vitalité avec les plantes adaptogènes. Grosse problématique autour du système digestif aujourd'hui, donc ça c'est un système avec lequel j'ai beaucoup travaillé depuis le reflux gastro-œsophagien jusqu'à l'ulcère, en passant par les rectocolites hémorragiques, etc. Donc ça peut aller du plus sérieux au plus sévère. Et puis surtout pour nous un environnement complexe et délicat, parce que voilà, il y a cette personne avec un dossier médical comme ça, avec parfois une liste de médicaments. Nous, on se doit de travailler dans l'éthique de notre travail, dans le plus grand respect du corps médical, de la prescription médicale. Moi, si vous regardez mon blog et mes écrits, je pense pas qu'à un seul moment vous allez trouver dans toutes mes années un seul endroit où je me suis mis en opposition ou en conflit avec le système médical. D'abord parce que je trouve que c'est pas constructif, et puis que j'ai toujours espoir qu'un jour on arrive à un point où on arrive à avoir une coexistence, une cohabitation. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. On va pas jouer dans les bisounours parce que ça n'est pas. Je trouve que la discussion est beaucoup plus constructive si on essaie de voir comment nous on peut s'intégrer dans le respect des métiers qui sont déjà en place pour apporter une réelle valeur ajoutée, voilà, en tant que conseiller. Donc, mais ça rend notre position délicate, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a très peu de gens dans le monde des plantes médicinales qui s'installent, beaucoup plus dans le monde des naturopathes, parce que si vous faites une école de naturopathie aujourd'hui, on va un petit peu vous mettre en tête que vous étudiez pour vous installer par la suite, pour devenir thérapeute. Voilà. Mais dans les écoles d'herboristerie, c'est moins le cas. Il y a beaucoup moins de gens qui s'installent pour pratiquer. C'est en train de changer. Le marché est en train de changer. Les esprits s'ouvrent. Et donc aujourd'hui, en 2019, si vous m'aviez posé la question en 2009, quand j'ai débarqué en France, je vous aurais donné une autre vision du marché, probablement beaucoup plus sombre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus positif. Il y a tellement de besoins et d'ouverture d'esprit de la part des personnes, des malades, hein, littéralement, que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans notre petit monde. Ouais. Et c'est vrai que travailler de concert avec le corps médical, ça permet d'avoir toute une palette aussi de soins, rien que pour mieux supporter les traitements plus classiques. Et je pense que c'est dommage de mettre ça de côté, rien que pour le bien-être du patient. Exactement. Et comme je dis toujours, personnellement, je ne voudrais jamais retourner à l'ère où il n'y avait pas d'antibiotiques, parce que mourir d'une complication d'une bronchite, désolé, pas pour moi. Le Moyen Âge, non, c'est pas un truc qui m'interpelle spécialement. Bon, bien sûr, la problématique qu'on voit aujourd'hui, c'est les abus de ce système-là, les abus des médicaments et tout ce combat des intérêts privés, des lobbies pharmaceutiques, etc., qui déforment le système dans un but de profit, bien sûr. Tout ça, il faut garder cette problématique en tête, mais à la base, on n'a pas besoin de rentrer dans un conflit. Moi, j'ai envie d'adopter une attitude très... S'il y a une philosophie qui m'attire de plus en plus aujourd'hui, c'est la philosophie bouddhiste, la philosophie très paisible d'accepter ce qu'on vit, d'accepter notre époque, et un petit peu comme l'eau se faufile autour des rochers, essayez nous de créer notre place et d'accepter les limitations et de travailler avec, hein, tout simplement. Voilà. D'accord. Et pour enchaîner justement sur cette philosophie de vie, vous avez d'autres pratiques de bien-être que vous pratiquez régulièrement? Oui, j'ai d'autres pratiques et moi je m'intéresse au monde du développement personnel depuis ma vingtaine, hein, c'est-à-dire que le premier livre de développement personnel que j'ai lu, je devais avoir 20 et quelques années, et ça a été une grande baffe parce que moi j'ai toujours eu à gérer un caractère assez volcanique, assez explosif, assez colérique. Je suis un gros stressé à la base, donc très vite il a fallu que je m'intéresse
à ma propre santé mentale et psychologique et gérer toutes mes faiblesses et limitations. Donc moi, je me suis intéressé très tôt. Alors c'était un grand voyage, hein, puisqu'aujourd'hui je m'approche de ma cinquantaine quand même, donc ça a été un grand voyage. Et donc j'ai testé énormément de pratiques, j'ai intégré énormément de pratiques. Alors il y en a une qui revient toujours, c'est la pratique de la méditation, parce que je pense qu'il y a une, je pense pas qu'il est plus puissant aujourd'hui pour garder un esprit sain dans ce monde de tourmente, de tumulte. Donc ça, c'est voilà, j'ai une pratique de méditation que je redémarre, que j'arrête, que je redémarre, que je réarrête, parce que ça dépend un petit peu des choses que j'ai à faire. J'ai un petit peu du mal à m'y tenir, mais j'y reviens constamment et ça me fait un bien fou. D'un point de vue alimentation, ça a été aussi une exploration que je n'ai jamais arrêté, que je continue d'explorer. Le jeûne, c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent maintenant. Je fais régulièrement des jeûnes de 2 à 3 jours. Voilà, dès que je pars en voyage quelque part, par exemple, je me dis, bon, ça va être l'occasion de faire un jeûne de 2 ou 3 jours, donc je démarre. Et ça me fait beaucoup de bien. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose que je fais énormément aussi. Il y a beaucoup de jours aujourd'hui où j'ai un repas par jour, par exemple. Donc ça, je trouve que ça a quelque chose d'assez puissant aussi pour faire un nettoyage en interne. Et puis surtout, je lis énormément pour continuer d'améliorer ma santé d'esprit, on va dire. Donc, je lis beaucoup de biographies parce que je m'inspire énormément des personnes des grandes personnes, et on s'aperçoit que toutes les grandes personnes qui ont vécu étaient loin d'être parfaites, mais elles ont vécu avec leurs forces et leurs faiblesses, et elles ont fait de grandes choses. Donc là, je viens juste de terminer un énorme pavé, la biographie de Walt Disney, qui est absolument incroyable. L'histoire de Walt Disney, c'est absolument incroyable et fabuleux. Et donc, oui, dès que j'ai une heure à moi, j'essaie de me poser, de me préparer une tasse d'infusion et de lire pour continuer. D'accord. Et vous parlez du livre que vous avez lu quand vous étiez plus jeune. Enfin, Ouais. c'était quoi justement? Et alors le tout premier, il est là en fait. Il est là parce que en ce moment, je suis en train de le relire. Alors j'ai la version anglaise. C'est un livre de Stephen Covey qui s'appelle, alors en anglais c'est The 7 Habits of Highly Effective People, et en français je pense que les 7 habitudes des gens qui réussissent, quelque chose comme ça. Et c'est un livre qui m'a mis une énorme claque. Et voilà, je démarrais juste dans ce monde-là. Il m'a mis une énorme claque parce qu'il m'a fait réaliser l'étendue des dégâts. Si je puis dire. Et donc, c'est là où je me suis dit ce jour-là, t'as pas mal de boulot à faire, mon gars. Ça va être un long voyage, mais ce livre-là m'a donné un petit peu la fondation sur laquelle travailler. Et puis bon, après, bien sûr, au fil des années, au fil des lectures, je me suis intéressé à tout autre tas de domaines, depuis la communication non verbale jusqu'à la gestion de X, de Y, de Z, et la respiration, et enfin plein de choses, mais qui font qu'aujourd'hui, je dirais que d'un point de vue santé globale, j'estime que les plantes médicinales, c'est une petite partie de l'équation, et il y a quand même beaucoup plus important la santé mentale en particulier, qui au fil du temps, et les études sont claires sur ce sujet-là, je pense, c'est que c'est probablement beaucoup plus puissant que l'acupuncture ou les plantes médicinales ou l'homéopathie. Tout ceci vient en complément, bien sûr, on a besoin de tout ça, mais la santé mentale d'abord, je pense, c'est quand même beaucoup plus important. D'accord. Et du coup, vous avez essayé d'implémenter ces habitudes des gens qui réussissent dans votre vie. Enfin, on entend souvent la méditation, et c'est vrai que oui, bien sûr, oui, moi à la base, je suis une personnalité très il faut que je passe à l'action, moi. oui. Dans tout ce que je fais, il faut que je passe tout de suite à l'action, ce qui peut rendre chèvre les gens qui sont autour de moi, parce que souvent
je commence à explorer un truc et je l'explorais qu'à moitié et boum, je suis en train de construire un truc. Ou alors je suis à l'extérieur. Je lance un projet et comme je vous expliquais, souvent au bout de quelques mois, pour me dire au bout de quelques mois, t'es peut-être allé un petit peu vite et tu t'es peut-être un petit peu trop excité. Prendre un petit peu de recul, ralentir un peu et donc je fais ces yo-yo là. Mais oui, en général, tout ce que je lis, je le mets en pratique. Donc voilà, dans le bouquin de Covey, il y a par exemple, il y a la notion alors ça s'appelle un mission statement, c'est-à-dire quelque chose qu'on écrit et qui va un petit peu décrire les grandes valeurs que l'on veut respecter dans la vie, les poser sur papier, quasiment les encadrer et se dire j'ai envie de vivre en suivant ces valeurs-là. Donc tout ça, je l'ai fait, tous ces exercices, je les ai faits. Je les ai révisés au travers de plusieurs périodes de ma vie parce que on évolue, on change, on n'est plus la même personne qu'on était quand on avait 20 ans. Et donc je reviens à ce que j'avais écrit dans ma vingtaine et je me dis ah ouais, c'est vrai que t'as pas mal évolué, t'as pas mal changé. Mais oui, je pratique. Tout ce que je lis, j'essaye de pratiquer. Avec mes faiblesses, avec mes défauts, c'est-à-dire que des fois je vais arrêter, je vais laisser tomber, mais j'y reviendrai sans cesse pour essayer de toujours m'améliorer. Et puis c'est clair que s'il y avait ma femme ici assise à côté de moi, elle vous dirait que oui, j'ai toujours mes explosions de colère aujourd'hui, oui, j'ai toujours mes moments de stress, mais c'est tellement plus rare et je suis tellement plus relaxé aujourd'hui, plus en équilibre avec moi-même que voilà, j'ai fait quand même pas mal de chemin et j'espère que tout le monde va faire ce chemin-là parce que si on attend d'être vieux pour se poser ces questions, le risque c'est qu'on se retourne sur sa vie et qu'on ait beaucoup de regrets et qu'on se dise voilà, je le fais mais c'est un petit peu tard. Et certaines personnes le feront jamais quoi. C'est dommage, c'est un éveil qu'il faut quand même faire un jour ou l'autre quoi. D'accord. Et par rapport aux projets futurs, vous en avez certains que vous aimeriez partager avec nous? Pour l'instant, ce serait peut-être plus ancré votre activité. Oui, c'est continuer à faire plus de formations parce que c'est vrai que j'ai commencé à créer des programmes vidéo de formation en 2015. Ça a été mon premier programme et au fil des années, j'en rajoute. Et c'est vrai que c'est toujours un long accouchement parce que voilà, il me faut en général quasiment 6 mois pour faire une nouvelle formation et c'est vraiment 6 mois de travail intense où je pose à plat tout ce que toutes les stratégies que j'ai utilisées en tant que thérapeute toutes ces années. Alors, des choses que je faisais un peu d'une manière quasiment intuitive et là je les mets à plat et j'essaie de vraiment de donner des stratégies aux gens avec des phases 1, des phases 2, avec des dosages, avec des donc c'est assez long. J'ai à l'heure actuelle peut-être 6 formations. Les 2 dernières que j'ai créées, c'est gestion des problèmes ORL respiratoires pendant l'hiver et tout ce qui est allergie respiratoire. Donc ça, ce sont mes 2 dernières que j'ai lancées avec un petit groupe de gens qui seront bientôt disponibles au grand public. Et ma prochaine grosse formation, ça va être toute la problématique de la femme de l'adolescence à la ménopause. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années. Alors, je suis pas une femme, je sais que ça me met dans une position un peu bizarre. Parce que j'ai pas vécu tout ça moi-même, mais j'ai beaucoup travaillé avec ces conditions-là. Et puis ça m'intéresse parce que aujourd'hui, ce sont plutôt les femmes qui ont repris contact avec les plantes médicinales. Ce sont surtout les femmes qui sont les thérapeutes de famille. Ce sont les femmes qui sont les aides-soignantes et les infirmières. Surtout, je fais un peu des caricatures. L'homme a plus de mal à s'intéresser aux problématiques de santé. On est un petit peu plus l'autruche, nous. Hein, donc c'est un sujet. J'ai envie de passer ce savoir-là aux femmes. Je suis pas une femme, mais j'ai envie de passer ce savoir d'être intermédiaire parce que il y a un énorme soin et accompagnement qu'on peut faire depuis la jeune fille jusqu'à la femme d'âge mûr en passant par les problèmes de conception. Il faut que je le fasse, voilà. Voilà. Donc ça va être ma prochaine formation sur laquelle je travaille. Et puis j'aurai besoin encore de probablement 3, 4, 5 ans pour finir mon programme complet. Et puis une fois que le programme sera complet, peut-être je me lancerai dans un nouveau projet, je sais pas. Mais déjà ça va faire pas mal de travail, voilà. En tout cas, ça a l'air passionnant pour toutes ces activités. Merci beaucoup, Christophe.
Si les auditeurs veulent vous joindre, ils peuvent se référer à votre site alteaprovence.com. Oui, alors vous pouvez me joindre au travers du formulaire de contact. J'ai une personne aujourd'hui qui s'occupe de mon site et des commentaires. Elle s'appelle Sabine. Sabine qui est un petit peu mon bras droit pour tout ce qui est communication au travers du site. Sabine va me faire passer le message. Si vous mettez dans le formulaire de contact, si vous mettez que voilà, vous voulez rentrer en contact avec Christophe pour une question ou une autre, Sabine me fera passer le message. Et en tout cas, moi et Sabine, on se fait toujours un point de tout lire et de garder un aspect qui est très humain au site. Je sais que je m'implique beaucoup moins sur le site aujourd'hui parce que j'ai quasiment fait un burn-out avec ce site et qu'au bout d'un moment j'ai eu besoin d'aide et je me suis volontairement détaché pour mieux rendre à mes lecteurs au travers de vidéos, au travers d'articles, parce qu'il y avait sinon trop de questions. Mais voilà, sachez que on se fait un point de garder un aspect humain. On lit tout et lorsqu'on peut vous répondre, on va le faire. C'est sûr qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de faire des historiques complets de santé et voilà. Et c'est vrai que souvent on reçoit des emails qui sont du style une ligne. Bonjour Christophe, bonjour Sabine. Souffrant de polyarthrite rhumatoïde et prenant X, Y et Z médicaments, quelle plante je peux utiliser? Bon, oui. Carly, vous savez ce que c'est. Il faut passer 1h30 avec la personne si on veut faire un bon travail. Donc ce genre de questions aujourd'hui, on peut plus vraiment y répondre. Mais toutes les autres questions, les questions simples, les questions rapides, n'hésitez pas à nous écrire et on va faire tout ce qu'on peut pour vous répondre. D'accord, merci énormément Christophe pour cette discussion, aussi pour votre site internet qui est vraiment extrêmement riche d'informations. Eh ben merci Carly en tout cas de m'avoir donné cette opportunité. J'ai beaucoup apprécié notre petite discussion ou mon petit monologue on va dire parce que moi, je parlais aujourd'hui mais bon j'ai apprécié, c'était très sympathique. Merci à vous, à bientôt. À bientôt Carly, au revoir. Au revoir. Un grand merci à Christophe pour cette discussion passionnante. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié notre discussion, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.